Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler de notre présentation. Donc, je suis Camille Chalon, je suis doctorante en deuxième année au LISSON à Orsay et je travaille avec Manuel Fillol ici présent. Et je suis donc ici pour vous parler de ma présentation qui s'intitule De l'informatique à la linguistique, une grammaire pour les langues des signes basée sur ASI. Du coup, nous, ce qu'on fait au laboratoire, je m'intéresse principalement à la modélisation des langues des signes, qui est donc essentielle pour différentes tâches de traitement automatique. Donc, on aimerait faire avec les langues des signes ce qu'on fait déjà avec les langues vocales, par exemple de la synthèse, donc nous, ce serait avec des avatars, de la reconnaissance avec des webcams, par exemple, ou même assister à la traduction avec de la traduction automatique. Donc pour tout ça, on travaille sur un modèle qui s'appelle ASI, qui est juste ici. C'est donc le modèle qu'on développe au laboratoire, qui fait état de l'art en synthèse par avatar. Donc, on travaille avec l'université de Paul à Chicago, donc là c'est l'avatar Paula. Donc voilà, donc ASI, ça a vraiment une utilité en informatique à la base, mais moi je suis linguiste de formation et j'ai envie de vous montrer en quoi ASI peut être pertinent d'un point de vue linguistique. Donc je vais commencer par présenter un petit peu ce modèle. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle formel, qu'on entend par sans ambiguïté, qui puisse être lu par un ordinateur. Et ce modèle est basé sur une notion principale qui est la notion de règle de production. Donc une règle de production, c'est quoi? C'est en fait une fonction qui va représenter un sens interprétable et qui va pouvoir déterminer un ensemble de formes à produire. Donc là, par exemple, j'ai mis sur mes slides 3 exemples de règles de production. Par exemple, en premier, on a la règle chat. Donc en fait, on a le sens chat qui est toujours associé à la forme qu'on voit juste ici. Donc on a ce diagramme, et puis là je l'ai représenté aussi sous forme de vignette. Donc sur ce diagramme, on a donc la première posture du signe dans la première boîte, puis une transition vers la deuxième partie du signe. Et donc l'axe, la flèche qu'on voit ici, c'est le temps, en fait, ça représente le temps. Donc ça, c'est la règle de production chat. Ensuite, on a une autre règle de production qui s'appelle par exemple intersubjectivity. Cette fois-ci, le sens, c'est il est généralement admis que sig. Ce sig, c'est ce qu'on a représenté ici par une boîte rouge. Et donc dans cette boîte rouge, en fait, on va pouvoir mettre n'importe quel énoncé dedans. Donc, on va pouvoir dire qu'il est généralement admis que n'importe quel énoncé. Et donc cette boîte rouge, on va devoir la remplir et se superpose à cette boîte rouge un mouvement des lèvres, comme on peut voir sur la petite photo. Donc ça, c'est au niveau des formes que ça génère. Enfin, un dernier exemple, ça peut être la règle info-bar, donc une information info donnée à propos de topic. Et du coup, ce sens va toujours générer la forme de donc, le premier argument qui s'appelle topic, qui est maintenu. Ensuite, on a une pause dont la durée est contrôlée dans notre modèle. Puis l'autre argument qui est maintenu un petit peu plus longtemps avec un clignement des yeux qui se superpose juste ici. Donc l'avantage de n'être basé que sur cette notion de règle de production, en fait, c'est qu'on ne va pas présupposer l'existence de différents niveaux linguistiques comme lexical, syntaxique, sémantique, etc. On ne présuppose pas non plus l'existence d'une séquence et on ne présuppose pas non plus de catégorie syntaxique. L'autre avantage, c'est qu'on ne va pas hiérarchiser en fait, les différentes parties du corps, par exemple mettant plus d'importance sur les mains. On va vraiment compter tout au même niveau. Donc les règles de production que je viens de présenter, on va pouvoir les combiner ensemble pour former ce qu'on appelle des expressions ASI de discours. Donc ces expressions, c'est ce qu'on peut voir juste ici. Donc, j'ai repris les règles que je viens de vous présenter, et donc là, j'ai combiné la règle info-about avec, qui a en premier argument chat. En deuxième argument, dans la deuxième boîte rouge, j'ai mis la règle intersubjectivity, qui a elle-même pour argument mignon. Et donc, cette expression à ce discours, on l'interprète comme les chats sont généralement admis comme mignons. Cette expression, du coup, mécaniquement, vu que chaque règle est associée à un sens, ça va générer
voir ici. Donc on retrouve en fait les formes que j'ai présentées, par exemple la forme de chat, ici la forme d'un thème subjectivity, etc. Tout s'emboîte, et ça en fait on va pouvoir le donner en entrée à un avatar et ça va nous générer le discours. Donc ça évidemment c'est un exemple construit, et donc une des premières questions qu'on a été amené à se poser c'est est-ce qu'il est possible en fait de représenter des discours entiers, des vrais discours en LSF avec notre modèle, donc avec ASI. Donc c'est ce qu'on a fait, on a testé ASI sur un corpus, donc, qui est le corpus des 40 brèves. Donc, comme son nom l'indique, c'est un corpus qui contient 40 brèves journalistiques, chacune traduite par 3 traducteurs sourds. Donc ça nous fait un total de 120 discours et ça représente 1 heure de LSF. Donc on a pour chacune de ces productions, chacune de ces vidéos, cherché l'expression ASI de discours correspondante en observant les formes, en interprétant le sens, etc. Et a résulté de tout ce travail 120 expressions ASI de discours. On peut voir un extrait juste ici d'un extrait d'une des brèves, donc ça ressemble à ça, nos expressions ASI de discours. Et on a obtenu une couverture de plus de 94% de couverture du corpus par le modèle, ce qui n'est pas négligeable. Et ce corpus il a été publié en juin à EDREC et il est disponible sur Ortholangue si ça vous intéresse. Donc du coup, j'en arrive à ma question de recherche, à ce qui m'anime en fait dans ma thèse. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il existe des contraintes qui vont venir régir les expressions ASI de discours, en fait la construction de ces expressions. Est-ce qu'on peut imbriquer les règles n'importe comment ou est-ce qu'il y a des contraintes en fait sur la construction de ces expressions? Donc si je donne un petit exemple de raisonnement pour mieux comprendre, si on a 3 règles de production, donc nombre 1 qui génère 7 formes, nombre 2 7 formes, et puis test unit qui permet de produire des nombres à 2 chiffres. En partant de ces 3 règles, on a 4 combinaisons qui sont théoriquement possibles. Par exemple, mettre nombre 1 en premier, puis nombre 1, nombre 1 en premier argument, puis nombre 2, etc. Puis 2, 1 et 2, 2, qu'on interpréterait comme 11, 12, 21 ou 22. Maintenant, quand on regarde dans les corpus de on se rend compte que ces 2 premières constructions, on les observe en fait jamais. Donc une de nos hypothèses, ça pourrait être que nombre 1 n'apparaît jamais comme premier argument de tête unit. Évidemment, c'est lié à l'existence des signes pour 11, 12, 13, etc. Donc ça, c'est le genre de contrainte en fait, qu'on aimerait voir émerger pour notre modèle. Donc la question maintenant, c'est comment réussir à trouver ces contraintes et comment on les trouve. Donc, au niveau de notre méthodologie, on est parti de notre corpus et on a voulu faire une étude statistique dessus. Donc, par exemple, là, pour ce que je présentais avec TenseUnit, on s'intéressait au nombre de la règle de production utilisée et à quelles règles étaient combinées les unes avec les autres. Donc, il y a différents tests comme ça qui sont possibles sur les expressions. Ici, si je reprends l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure, on a du coup le test name, qui du coup, par exemple, si je cherche le nom de l'arrêt qui est à la racine de l'expression, ici ça va être info-about. Un autre test, ça peut être arcount, qui va donc compter le nombre d'arguments présents dans chaque règle de production. Par exemple, ici, info-about a 2 arguments, donc topic et info. Intersubjectivity a 1 argument, sig. Et puis, chat et mignon n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de boîte rouge comme ça à remplir. Donc, il faut savoir que tous ces tests, ils vont être combinables pour créer des tests plus complexes en fait. Par exemple, on peut chercher toutes les expressions qui ont pour racine info-about et pour prod count 4. Donc oui, je n'ai pas présenté le prod count. Prod count, en fait, on va compter le nombre d'applications dans l'expression. Donc par exemple, ici, on a 4, puisqu'on va compter toutes les règles de production, donc tout ce qui est en gras. Et donc, on avait ces tests, et puis on avait un corpus que je viens de présenter. Dans notre corpus, on avait environ 11 500 applications
application de règles de production, donc c'était quand même un nombre assez conséquent, qui peut nous permettre de faire les premières études. Donc, pour donner un exemple de notre méthode, donc on commence par se poser une question. Par exemple, est-ce que tous les arguments de toutes les règles de production ont la même complexité? Est-ce qu'on a des arguments où on va juste avoir une règle de production et d'autres où on va avoir plein de règles de production imbriquées les unes dans les autres? Comment ça se passe? Donc, on se pose cette question. Ensuite, du coup, on utilise une combinaison de tests. Donc ici, on va utiliser name pour trouver les expressions qui ont pour racine telle règle avec tel argument. Et puis ProdCount qui permet de refléter la complexité de ces expressions. Donc c'est ce que j'ai fait pour toutes les règles de production que j'avais dans mon corpus qui avait des arguments. Et donc on obtient ces différentes distributions. Donc là, vous voyez, j'ai pris 5 couples règles-arguments en exemple. Et ce qu'on peut voir, c'est que les distributions, en fait, elles sont très différentes. Ici, on va avoir une distribution décroissante. Ici aussi, ici c'est un petit peu plus flou. Par contre, ici on va juste avoir une seule valeur de ProdCount pour chaque couple règle-argument. Et ici c'est presque la même chose, mais on peut voir que c'est un peu moins strict puisqu'on a quelques valeurs juste ici. Donc voilà pour la méthode. Donc maintenant j'ai choisi de vous présenter 2 cas en particulier. Donc on s'est attardé sur 2 règles de production en particulier pour cette présentation. Donc la première règle dont je vais parler, c'est la règle catégorie, qui a donc 2 arguments, cat et ELT pour éléments. Le sens en fait de cette règle, c'est que ELT va être à interpréter comme une instance de cat, comme un exemple de cat. Donc, pour donner un exemple, on a catégorie moi poisson, et donc en fait ça va permettre de désambiguïser ce signe poisson. Puisque quand on dit mois poisson, on veut signifier en fait le mois d'avril. Donc ça c'est pour catégorie. Et dans notre corpus, on a 500 concurrences de cette règle. Donc on a fait du coup les mesures du ProdCount pour donc, la règle catégorie. Ce qu'on peut observer, c'est que le ProdCount pour catégorie est compris entre 3 et 20, puisqu'ici on peut voir qu'on a une espèce de cassure comme ça à 20. Et ensuite, on n'a jamais d'arguments qui sont très complexes. Et si on prend chacun des arguments séparément, donc ici cat et ELT, on se rend compte que pour cat, on a vraiment très peu d'expressions qui sont très complexes, puisque là vous pouvez voir qu'on a juste une valeur qui est prépondérante. Et pour ELT, par contre, c'est pas tout à fait la même distribution. On a également regardé les règles de production qui n'étaient jamais contenues dans catégorie. Donc on regarde catégorie et on regarde dans l'expression quelles règles apparaissent ou non. Donc on peut remarquer que dans l'argument catégorie ELT, on n'a jamais 3 règles de production qui apparaissent. Donc ces 3 règles, c'est contexte, prise de parole, niche gender. Et pour le premier argument, 4, on a ces 3 règles, mais on a 6 règles de plus qui n'apparaissent jamais. On ne peut jamais imbriquer toutes ces règles dans catégorie 4. Donc ce catégorie a l'air beaucoup plus contraint que ce 4, beaucoup plus contraint que ELT. Une autre règle qu'on a prise, c'est la règle prise de parole, où du coup on va avoir comme sens une espèce de pause qu'on va faire avant de signer à nouveau. Donc la forme associée, je l'ai mise en vidéo juste ici. On a en fait les mains qui viennent se joindre comme ça, et puis avant de signer autre chose. Donc dans notre corpus, on a 165 occurrences de cette règle. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a encore refait la mesure du ProdCount, et on se rend compte que le ProdCount pour prise de parole est compris entre 7 et 126. Donc ici, on n'a pas d'expressions qui sont vraiment très simples et très peu complexes. Par contre, on a des expressions qui sont vraiment très complexes sous ce prise de parole. Ce prise de parole, donc cette règle de production prise de parole, elle peut contenir n'importe quelle règle de production.
Donc c'est-à-dire qu'on peut imbriquer n'importe quelle règle sous prise de parole. En revanche, ce qui n'était pas le cas pour catégorie, on peut remarquer que dans l'expression, prise de parole, elle n'apparaît qu'à certains endroits. Donc, par exemple, comme dans les règles contexte majoritairement, ou infobad, ou encore each-of, ou d'autres règles. Donc on peut voir que c'est plutôt voilà, comme ça. Donc ça, c'est les observations qu'on a pu faire sur notre corpus, donc en menant une étude statistique. Et à partir de ça, on peut émettre quelques hypothèses, quelques contraintes sur nos règles, puisqu'on peut se rendre compte que catégorie, concernant le nombre de règles de production en fait, appliquées dans l'expression dont elle est à la racine, on voit qu'elle a une limite maximale. On n'a jamais d'expression qui est très complexe. Au contraire, prise de parole, ça semble plutôt avoir une limite minimale, puisqu'on n'a jamais d'expression qui est très petite sous ce prise de parole. On observe aussi d'autres différences. Par exemple, catégorie peut apparaître n'importe où, dans n'importe quelle position de l'expression, pas prise de parole. Et on a certaines règles qui ne sont jamais contenues dans catégorie, ce qui n'est pas forcément le cas pour prise de parole, puisque prise de parole peut accepter toutes les règles. Maintenant, la grosse question, c'est de comment interpréter ces contraintes. Donc, nos expressions ASI, comme je l'ai démontré, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, ça représente formellement de la langue des signes française. Donc, une contrainte qui va apparaître sur l'expression, en fait, ça revient à être une contrainte sur la langue et donc une contrainte grammaticale. Et quand on a un système de contraintes grammaticales les unes avec les autres, en fait, ça nous donne une grammaire formelle, c'est-à-dire qui n'est pas ambiguë et qui peut être lue par un ordinateur. Donc ça, c'est notre objectif de faire une grammaire en fait basée sur ASI. Cette grammaire ASI, maintenant, on peut la positionner en fait théoriquement par rapport aux autres grammaires. Donc, concernant les caractéristiques de notre expression, de notre grammaire, pardon, on a, pour commencer, plusieurs présupposés qu'on ne fait pas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas présupposer de séquence, on ne présuppose pas de niveau linguistique ni de catégorie syntaxique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en langue des signes française. Si ces notions sont pertinentes pour l'étude de la langue des signes, eh ben, on pourra les définir avec des critères formels et regrouper ces notions, etc. Mais ce n'est pas un présupposé de base. Ensuite, on a la sémantique qui est intégrée à tous les niveaux de notre expression, puisque nous, chaque nœud en fait, de l'arbre, chaque nœud de l'expression porte du sens, et chaque expression va déterminer les formes à produire, comme on l'a vu tout à l'heure avec les diagrammes, et ça produit des formes manuelles comme non manuelles, évidemment. Maintenant, notre approche, elle diverge un peu des grammaires traditionnelles, puisque toutes les grammaires traditionnelles supposent des catégories syntaxiques, alors que nous, on ne le fait pas forcément. Et par exemple, au niveau des grammaires génératives, la syntaxe et la sémantique, ça va vraiment être deux niveaux qui sont distincts, alors que nous, en fait, tout vient se mélanger, et on n'a pas de distinction entre syntaxe et sémantique. En revanche, on peut voir plusieurs points communs avec d'autres grammaires. Donc, par exemple, les grammaires cognitives, qui, elles, prennent en compte vraiment la sémantique. Donc, nous, c'est notre cas également. Les grammaires de construction, on est sur les grammaires de construction, elles ont un continuum entre le lexique et la syntaxe, et pas de niveau linguistique très marqué. Et elles se basent également sur l'association forme-sens, et donc nous, nos règles de production, c'est des associations forme-sens. Et enfin, en dernier, on a ce qu'on appelle les grammaires de propriété. Donc ça, c'est vraiment des systèmes de contraintes. Et on a une notion que nous, on trouve plutôt intéressante, qui est le continuum de grammaticalité. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ici, pour ce continuum, on n'est pas sur une opposition binaire entre grammatical et agrammatical. On est vraiment sur un continuum de grammaticalité où on va pouvoir venir caractériser les expressions au lieu de les mettre juste dans deux catégories. Donc pour terminer, nos perspectives, dans un premier temps, c'est de continuer à chercher des contraintes, à chercher comment les exprimer, etc. Une autre de nos perspectives, et c'est un travail qui est en cours, c'est d'appliquer notre méthodologie sur un corpus d'un autre genre, parce que là on a un corpus de genre
journalistique. On aimerait, et on est en train de le faire, faire ça sur un corpus qui s'appelle MoCap 1, qui contient vraiment de nombreuses structures iconiques, puisqu'on est sur la description de photos et de scènes comme on peut voir ici. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener au laboratoire. Et puis, une autre de nos perspectives, ça serait de pouvoir confirmer nos conjectures. Donc, on générerait avec un avatar. Donc ça, c'est l'avatar qu'on développe également au laboratoire, qui s'appelle Basile. On aimerait générer des énoncés qui ne répondent pas à nos contraintes. Donc, par exemple, imbriquer une prise de parole dans une catégorie. Donc ça, selon nous, c'est pas possible. Enfin, on ne l'observe jamais. Le présenter à des locuteurs natifs. Et puis, qui nous disent si oui ou non, ça serait acceptable ou non. Et donc ça, c'est une de nos principale perspective. Voilà, merci beaucoup. Merci aux interprètes. Il y a une question, oui, là-bas, une question. Bonjour tout le monde. C'est très intéressant le propos, mais sur l'avatar et sur les dimensions concrètes des choses, on aurait besoin de plus de concret. Est-ce que vous auriez un exemple concret de fonctionnement de votre avatar pour le comprendre plus de monde? Parce que là, avec tout ce texte sur le tableau, je suis désolé de vous dire, mais je n'ai rien qui va plus suivre. Désolé. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu dense et que nous, on s'intéresse, moi en tout cas personnellement, je m'intéresse vraiment à l'aspect linguistique. Mais effectivement, au laboratoire, on travaille aussi, mes collègues surtout, travaillent sur au niveau de l'avatar, puisque du coup, notre modèle en fait permet d'écrire des discours en langue médecine et vu que ça génère des formes, on va pouvoir donner ça en entrée à notre avatar et l'avatar va pouvoir signer en fait ce discours qui a été décrit. Et où est-ce qu'on peut voir ça? Ah, du coup, oui, c'est vrai qu'on l'a pas mis. C'est vrai qu'il y a des vidéos qu'on peut montrer. Je peux montrer. Je peux peut-être vous montrer ça après, je pense qu'on n'a pas. D'accord. Merci. 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 Bravo. Merci.